تكشبيلة طوليلة مقتلوني مهيوني داك الكاس لي عطاوني. Nous avons presque tous chanté ces paroles en tapant dans nos mains ou dans une cour d'école. Nous les chantions en riant, sans nous demander ce qu'elles racontaient réellement. Pourtant, écoutez-les attentivement. Ils ne m'ont ni tué, ni laissé vivre. Ce vers qu'ils m'ont donné, vous trouvez vraiment que cela ressemble à une innocente consigne pour enfants ? Tchibila Toulila est souvent relié au destin tragique des musulmans d'Al-Andalus, contraints à la conversion, persécutés puis expulsés de la péninsule ibérique. Tchibila proviendrait de Dik Ishbiliya, cette Séville que l'exilé regarde s'éloigner. Toulila évoquerait Tanouli Liha, j'y retournerai. Daklkas Liataouni, ce vers qu'ils m'ont donné, ferait référence au vin que certains musulmans convertis auraient été contraints de boire pour prouver qu'ils avaient renoncé à leur religion. La chanson appartient à une tradition orale qui a changé en traversant les siècles, mais elle nous ouvre une porte sur une histoire bien réelle. Et cette histoire ne commence pas en 1492, mais 77 ans plus tôt, sur la rive marocaine du détroit. En 1415, le Portugal lance une attaque surprise contre Ceuta, alors rattachée au sultanat mérinide. Ceuta est une ancienne ville marocaine et musulmane, dotée d'un grand port commercial et d'une position stratégique exceptionnelle entre la Méditerranée et l'Atlantique. Pour le Portugal, la conquérir permet de contrôler une partie des échanges africains, de surveiller le détroit et de prolonger la guerre menée contre les puissances musulmanes au-delà de la péninsule ibérique. Autrement dit, la Reconquista ne s'arrête pas au bord de la mer. Elle commence à traverser le détroit. Le Maroc tente presque immédiatement de récupérer Ceuta. En 1419, le sultan mérinide Abou Saïd Othman III, soutenu par le royaume de Grenade, assiège la ville. Mais les renforts portugais arrivés par la mer permettent à la garnison de résister. En 1437, une armée portugaise attaque Tanger, mais elle est encerclée et vaincue par les forces marocaines. Pour pouvoir repartir, le prince Henri le Navigateur signe un accord promettant de rendre Ceuta. Son propre frère, le prince Ferdinand, demeure prisonnier en attendant la restitution. Mais le Portugal ne rend pas la ville. Ferdinand meurt quelques années plus tard en captivité à Fès et Ceuta reste portugaise. La conquête se poursuit. Xarzrer est pris en 1458, Azila et Tanger en 1471. Puis arrive 1492. Grenade, dernier royaume musulman de la péninsule ibérique, tombe. Mais tous les musulmans ne sont pas expulsés ce jour-là. Des garanties leur sont d'abord promises, puis progressivement supprimées. En Castille, la conversion au christianisme devient obligatoire en 1502. Elle est imposée en 1526. Ceux que l'on appelle désormais les morisques doivent officiellement être chrétiens, tout en étant soupçonnés de continuer à parler arabe, à pratiquer leurs traditions et à transmettre leur foi dans le secret des maisons. Leur langue, leurs vêtements et plusieurs de leurs coutumes sont interdits. Après différentes révoltes et répressions, le roi Philippe III ordonne finalement leur expulsion entre 1609 et 1614. Beaucoup trouvent refuge au Maroc, notamment à Fès, Tétouan, Chefchaouen, Rabat et Salé. Une partie des morisques descendait des Amazirs, venus notamment des terres correspondant au Maroc actuel. Dès 711, l'armée de Tariq ibn Ziyad, principalement composée d'Amazirs, avait traversé le détroit. D'autres arrivées suivirent au cours des siècles, notamment sous les Almoravides et les Almohades. Mais après 8 siècles de présence, de conversion et de mariage, les musulmans d'Al-Andalus formaient une population mêlant des origines amazighes, arabes et ibériques. Pour certains morisques expulsés, l'arrivée au Maroc fut donc un retour sur la terre lointaine de leurs ancêtres. Pour d'autres, ce fut l'exil vers une terre d'accueil profondément liée à Al-Andalus. Ils s'y installèrent, s'y intégrèrent, et leurs descendants font aujourd'hui pleinement partie du peuple marocain. Les Juifs d'Espagne, expulsés dès 1492, furent eux aussi nombreux à trouver refuge au Maroc. La même période voit donc 2 mouvements se croiser. Des familles musulmanes et juives sont chassées de la péninsule vers le Maroc, tandis que les armées ibériques avancent dans l'autre sens et occupent progressivement les ports marocains.
5 ans seulement après la chute de Grenade, en 1497, la Castille s'installe à Melilla et transforme la ville en place forte. Txbila Toulila ne raconte donc peut-être pas seulement la douleur d'un départ. Elle nous ramène à une époque où l'histoire entière du détroit est bouleversée. Au cours des 2 siècles suivants, les Portugais et les Espagnols contrôlent, simultanément ou successivement, plusieurs points du littoral marocain. Ceuta, Ksarsgir, Tanger, Azila, Safi, Azemmour, Agadir, Mazagan, l'actuel El Jadida, mais également Larache et Média. Pourtant, le royaume va progressivement reprendre presque toutes ces villes. Le grand retournement commence avec les Saadiens. En 1541, les forces de Mohamed Cheikh reprennent Agadir aux Portugais. Cette victoire provoque un véritable effet domino. Les Portugais évacuent Safi et Azemmour, puis Ksarsgir et Azila. Azila repassera néanmoins sous domination ibérique avant d'être définitivement récupérée sous Moulay Ismaïl. En 1578, le roi portugais Sébastien tente une nouvelle intervention au Maroc. Elle se termine par la célèbre bataille d'Oued el-Makazine, la bataille des 3 rois. L'armée portugaise est écrasée et Sébastien meurt sans héritier. Au XVIIe siècle, le sultan alaouite Moulay Ismaïl poursuit la récupération du littoral. Média est reprise aux Espagnols en 1681. Tanger, passé entre-temps des Portugais aux Anglais, est récupéré en 1684. Larache revient au Maroc en 1689, puis Azila en 1691. Il reste notamment Ceuta et Melilla. Moulay Ismaïl ne les oublie pas. Ses forces assiègent Melilla entre 1694 et 1696. La même année commence devant Ceuta une succession de sièges et de blocus qui se prolongera, avec des interruptions, pendant plus de 30 ans. Moulay Ismaïl a laissé le dossier Ceuta ouvert pendant 3 décennies. Mais pourquoi l'armée marocaine ne parvient-elle pas à reprendre la ville ? Parce que la bloquer depuis la terre ne suffit pas. Les fortifications sont puissantes et l'Espagne peut continuellement envoyer par bateau des soldats, des armes, de la nourriture et des munitions. En 1720, une importante expédition espagnole brise le siège. Moulay Ismaïl le reprend ensuite, mais sa mort en 1727 ouvre une crise de succession et interrompt l'effort. Quelques décennies plus tard, le sultan Sidi Mohamed ben Abdallah reprend Mazagan en 1769, le dernier grand bastion portugais du littoral marocain. Il se tourne ensuite vers Melilla. Entre décembre 1774 et mars 1775, l'armée marocaine assiège et bombarde la place pendant environ 100 jours. Mais les fortifications tiennent et les renforts espagnols arrivent par la mer. Le siège est levé. Ceuta et Melilla sont donc restés, non parce que les souverains marocains les auraient oubliées ou considérées comme étrangères, mais parce que leur position, leurs murailles et le soutien naval espagnol les rendaient extrêmement difficiles à reprendre. Le Maroc avait récupéré la grande majorité des villes occupées sur son littoral. Ces 2 places avaient résisté. La revendication ne disparaît pas avec les anciens sultans. En 1956, le Maroc affirme officiellement qu'il n'a pas encore achevé son intégrité territoriale. En 1975, le Royaume du Maroc demande aux Nations Unies d'inscrire Ceuta, Melilla et les autres territoires contrôlés par l'Espagne sur la côte marocaine parmi les territoires non autonomes. Feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, explique que si le Royaume-Uni rend un jour Gibraltar à l'Espagne, celle-ci devrait logiquement restituer Ceuta et Melilla au Maroc. Il propose une commission chargée de discuter pacifiquement de leur avenir. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, renouvelle lui aussi la demande de dialogue. L'Espagne considère de son côté Ceuta et Melilla comme 2 villes faisant pleinement partie de son territoire et refuse de négocier leur souveraineté. Voilà le désaccord historique. Lorsqu'on demande à beaucoup de Marocains « Mais Ceuta et Melilla sont espagnols, non ?» la réponse arrive avant la fin de la question. Espagnol comment ? Radielna ? Chez nous, une Khalti se souvient encore du plateau qu'elle a prêté à sa voisine en 1996. Alors vous pensez vraiment que le Marocain va oublier 2 villes ? Pour lui, elles ne sont pas perdues. Elles sont simplement dans un dossier qui prend beaucoup de temps. Txbila Teoulila ne parle pas directement de Ceuta et Melilla,
mais elle porte la mémoire d'une époque où les exilés traversaient le détroit vers le Maroc, tandis que les armées ibériques le franchissaient dans l'autre sens pour occuper ces villes côtières. Une époque où, malgré les siècles, l'espoir du retour n'a jamais complètement disparu. Derrière une comptine que les enfants chantent en riant, se cache la douleur de nos ancêtres. Et derrière la petite phrase marocaine « De toute façon, Septa et Melilla sont à nous », se trouvent 6 siècles de batailles, de sièges, de reconquêtes et de revendications royales. Au Maroc, les siècles passent, les générations changent, mais certains dossiers ne sont jamais classés. Vous restez avec Maria ? Abonnez-vous.